Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans notre édition du 6 novembre. Présentation ce matin en plénière du projet de loi de finances PLF 2020 par le ministre des Finances Mohamed Loukal. Le projet de loi de finances pour l'exercice 2020 consacre le retour au processus budgétaire marqué par la rigueur à travers la rationalisation et l'assainissement des ressources financières. Le budget d'équipement a été revu à la baisse dans ce PLF, mais ne remet pas en cause le caractère social de l'État et des secteurs dits prioritaires. Mais l'Algérie devra, dans un avenir proche, réorienter ses subventions et les redistribuer de manière plus équitable pour toucher les franges et les ménages les plus nécessiteux. Les explications dans notre édition. Et une page santé dans ce journal. Le gouvernement a décidé de lever le gel sur 25 projets relevant du secteur de la santé. Bodj Beji Mourtar a pu bénéficier d'un hôpital mixte civil et militaire. Nous parlerons également d'un projet d'une ferme pilote à Timimoun qui se lance dans l'agriculture bio. Bonjour à tous et bienvenue. Tout d'abord, le projet de loi de finances 2020 en débat ce matin à l'Assemblée populaire nationale. Il a été présenté par le ministre des Finances, Mohamed Loukal, en séance plénière devant les députés. Le PLF 2020 marqué par plus de rigueur sans pour autant remettre en cause le caractère social de l'État. Le budget d'équipement a été revu à la baisse. Il sera question de rationaliser les dépenses de fonctionnement des services et administrations publiques. Selon le texte de loi de finances, le taux de croissance devrait se maintenir en 2020. Il s'établira autour de 1,8% du produit intérieur brut. Et je vous le disais en titre, même si ce projet de loi de finances ne remet pas en cause le caractère social de l'État, l'Algérie devra à terme arriver à cibler ses subventions. L'aide de l'État est aujourd'hui généralisée. Tout le monde en bénéficie, même les couches les plus aisées. Pour de nombreux experts, il est important de mieux les orienter et cibler les ménages qui sont réellement dans le besoin. Le soutien à l'habitat vient en tête des subventions suivies des biens énergétiques et alimentaires. Les explications avec Imen Khmissi. Les transferts sociaux occupent une place inamovible dans les lois de finances depuis que l'Algérie est entrée dans l'économie de marché. Mais pressé par la baisse des prix du baril, de 2016 à aujourd'hui, l'État a augmenté de près de 78% les prix des carburants. Les différents gouvernements qui se sont succédés depuis parlent d'un projet de ciblage de subventions en préparation, car même si de nombreuses familles en ont besoin, l'aide de l'État est aujourd'hui injustement distribuée. Les couches maintenant sont distinctes parce qu'il y a carrément, on a encore des salaires qui sont à moins de 25 000 dinars en Algérie dans le foyer. Donc il n'y a qu'un des parents, un seul parent qui travaille et ça c'est sous le seuil de la pauvreté. La subvention elle est généralisée, c'est tout le monde qui en profite et beaucoup plus les personnes qui sont aisés, qui ont un très bon niveau de vie, qui en profitent. Qui profitent maintenant beaucoup plus de la subvention du carburant? C'est des gens qui ont beaucoup de voitures, qui ont des voitures qui consomment beaucoup. L'électricité, c'est des gens qui ont des grandes villas, des grandes demeures, et les usines, etc. C'est les entreprises étrangères qui viennent ici, qui profitent des prix bas de l'énergie et de certains produits de grande consommation. Les aides aux familles à revenus faibles est indispensable. Elles devraient leur garantir la capacité de se soigner et d'éduquer leurs enfants correctement. Les subventions ne devraient pas être totalement levées. Elles devraient être plutôt mieux orientées. La philosophie du ciblage, elle est très claire. C'est qu'on doit passer d'un subventionnement des produits au subventionnement des ménages. Les subventions directes touchent 3 postes différents: les biens alimentaires, les subventions énergétiques et le financement du logement. En 2018, le soutien alimentaire, lait, céréales, huile et sucre, ne représentait que 10% des aides de l'État, alors que le soutien à l'habitat comptait 23% des transferts sociaux. Le soutien le plus important, c'est l'habitat. Mais normalement, il devrait baisser. Parce que si on prend les statistiques officielles de livraison de logement, normalement, on est dans un excédent. Si on prend la population dans l'ensemble avec les hypothèses de la taille moyenne des ménages, normalement, ce qu'a livré le gouvernement ces 10 dernières années devrait suffire. Le montant des crédits hypothécaires en Algérie, c'est 2% du PIB. La moyenne en Afrique, c'est entre 10 et 12. Donc, quelque part par là, il y a un gouffre financier. L'accès au logement dans ce pays
doit au préalable être adossé à un acte d'épargne de la part du bénéficiaire. Les subventions mal ciblées ont fini par créer des situations de rentiers. C'est le cas pour les importateurs et certains industriels. Alors pour verser les aides aux ménages qui en ont réellement besoin, il existe la solution d'un revenu universel à verser aux ménages. Moi, je fais par exemple 200 000 dinars par mois, vous faites 20 000 dinars par mois, et on va payer le carburant de la même façon. C'est inégalitaire, c'est injuste. Et donc l'État pense à mettre en place un mécanisme de transfert monétaire. Donc transfert monétaire, c'est-à-dire qu'au lieu de payer, je vais libéraliser en entier le prix du super, supposons 100 dinars, et pour que vous puissiez toujours le payer à 20 dinars, je vais vous donner un chèque qui vous permette de payer les 80 dinars qui vous restent. Et là, ça suppose que je suis capable d'identifier la bonne personne qui doit bénéficier de ce système-là. Ça, c'est le grand problème dans un système où vous avez beaucoup d'informels, des gens qui ont des revenus mais qui ne sont pas déclarés. Je pense que c'est la deuxième meilleure, c'est cette manière déclarative qui est la plus efficace. Dans un système où vous avez une administration qui n'est pas efficace, qui est perméable à ce genre de travers. Selon les experts, le plus gros du travail devra se faire au niveau de l'administration locale pour éviter les fuites et réduire la marge d'erreur humaine. Algérie Post gère près de 22 millions de comptes courants postaux, ce qui représente une part de marché considérable que l'entreprise espère agrandir en modernisant sa gestion et en proposant un large éventail de services. La carte Dahabia en est un exemple. Elle offre de nombreux services comme le virement ou la recharge téléphonique. Les explications avec Bouchabouali. Sur les 22 millions clients d'Algérie Post, seuls 5 700 000 possèdent la carte Dahabia, avec laquelle ils effectuent en moyenne plus de 300 000 opérations par jour. 70% de ces opérations concernent le retrait ou la demande de solde. Or, la carte offre une large gamme de services. La commande de chéquier, le virement de compte à compte qui est une opération très utile. Vous pouvez à travers votre carte Dahabia faire une recharge de votre mobile, téléphone mobile avec les 3 opérateurs disponibles. Vous pouvez acheter votre billet d'avion sur site pour effectuer votre voyage, payer votre assurance aussi en ligne à travers la carte Dahabia. Mais l'adhésion timide des web marchands ainsi que des commerces de proximité ne favorise pas l'utilisation de la carte Dahabia. Algérie Post a aujourd'hui déployé 1500 terminaux de paiement électronique au niveau des grands facturiers, c'est-à-dire aujourd'hui nous avons comme clients Algérie Télécom, Mobinis, CEAL et donc d'autres clients qui sont en cours. Ça, il est vrai que ça concerne les grands facturiers. Pour les particuliers, il y a beaucoup de contrats qui sont aussi qui ont été signés. Donc nous avons des pharmacies, nous avons donc la solution techniquement, elle est prête. Les TPE, Algérie Post a pris ses dispositions, donc elle a acheté des TPE qui sont aux normes aussi internationales en termes de sécurité et qui permettent d'effectuer des paiements au niveau des commerces. Pour être au plus près de ses clients, Algérie Post a mis en place un site internet Baridi Web ainsi qu'une application mobile Baridi Mob qui offre pratiquement les mêmes prestations que la carte Dahabia, en plus de la possibilité par exemple de bloquer sa carte temporairement ou automatiser ses virements. Dans le cadre de la modernisation de sa gestion et l'amélioration de la qualité de ses services, Algérie Post a acquis une solution de monitoring pour surveiller 24 heures sur 24 et 7 sur 7 les 1400 guichets automatiques de banque à travers tout le pays. La solution de monitoring, elle nous permet de voir si le GAB il est opérationnel, donc vous le trouvez en couleur verte. Sinon, s'il est non opérationnel avec une alarme rouge ou gris. Donc les rouges, c'est des distributeurs. C'est des distributeurs avec des pannes qu'on peut régler à distance. Les gris, c'est des distributeurs qu'on ne peut pas les régler parce que ça nécessite l'intervention du prestataire. Pour répondre à la demande grandissante, Algérie Post a décidé de fabriquer elle-même ses propres cartes Dahabia. Algérie Post a préféré prendre en charge, même en termes de sécurité pour ses clients, cette activité de fabrication et de personnalisation de ces cartes. Elle pourra, bien sûr, après une bonne maîtrise, peut-être offrir ce service-là de fabrication et de personnalisation des cartes pour les banques qui, actuellement, importent ces cartes.
Pour l'heure, la préoccupation majeure d'Algérie Post est de satisfaire ses clients en leur offrant des services de qualité. Le Conseil constitutionnel a reçu les recours de 9 postulants à la candidature pour la présidentielle du 12 décembre suite au rejet par l'autorité nationale indépendante des élections de leur dossier a annoncé le président du Conseil Kamel Fenniche. Il s'agit de Belkacem Sahli, Fares Mezdour, Raouf Laïb, Kharchi Noui, Ali Skouri, Mohamed Dif, Abdel Hakim Hamadi et Abadi Belabbès et Mohamed Bouhanna. L'étude des recours a débuté hier et durera 7 jours conformément à la loi. Kamel Fenniche a par ailleurs affirmé que les décisions du Conseil constitutionnel au sujet des recours déposés par les postulants à la candidature à la magistrature suprême sont irrévocables et sans appel. Aller aux élections présidentielles reste pour beaucoup de citoyens la seule issue possible. On les écoute. وماذا بينا لو بلوتو بوسيبل باسكو البلاد راهي شويه لازم يستناو فينا يتربصوا فينا بكل الدول من ومن باش تصرى حاجه في الجزائر. حنا نقولوا بلي ما تصراش ان شاء الله. لو بلوز امبورطون ان نديروا انتخابات نزيهه ولو بلوتو بوسيبل. ان شاء الله حنا نتمناو الخير للبلاد ورانا نستناو في الانتخابات بكل شفافيه بكل روح وطنيه وان شاء الله ربي يجيب كل خير ان شاء الله للبلاد. حنا ماذا بينا نسمى لو 12 هذا ننتخبوا ان شاء الله باش يكون عندنا ان بريزيدون بور لا ستابيليزاسيون تاع لو بيي. نروحوا للانتخابات لان ذهاب الانتخابات هو اننا راح يكون عرس للجزائر. راح نعطوا دائما درس للعالم بان الجزائر حاضره موجوده في الاستحقاقات. على الاقل نعرف بان الجزائر دائما في الاستحقاقات راح تتقدم اشياء جديده، راح يكون برامج جديده، راح تكون افاق جديده، راح يكون مستقبل جديد، راح نواكب هذا العصر. ناشد وندعو كل مواطنين ولايه الوادي وكل مواطنين الجزائر بالحضور ان شاء الله الى العرس الكبير يوم 12 ديسمبر 2019 لاختيار الرئيس المناسب للجزائر. ورانا قادمين ان شاء الله باذن الله تعالى على انتخابات ورانا في عهد ديمقراطيه. كولايه وادي سوف وجميع الولايات المتخمه لها الجنوب الكبير والجنوب الانتخابات والذهاب بقوة للاقتراع من أجل اختيار الرجل المناسب من أجل بناء الوطن وبناء اللحمة الوطنية ونتمنى الازدهار للوطن. عن نفسي نفوطي باسكو البلاد راها محتاجتنا في هذا الوقت وان شاء الله الرئيس الجديد اللي يجي ان شاء الله يحقق مطالب سورسو الشباب. ونتمنى يعني من الرئيس المقبل الجديد للجزائر يعني يشوف يعني كل الملفات الحساسه يعني بالنسبه للاقتصاد، بالنسبه للشغل، بالنسبه للسكن، بالنسبه للتنميه. ان شاء الله يعني نتمنى منه غير الخير وان شاء الله الشعب يعني يكون ايد واحده وان شاء الله يعني نقدموا عرس ديمقراطي. Le syndicat national des magistrats a annoncé sa décision de suspendre la grève et de reprendre le travail à compter d'hier soir. Le président du SNM, Saad Mebrouk, a précisé que la décision de suspension de la grève qui a duré plusieurs jours intervient après des médiations de bonne volonté, ajoutant que les magistrats ont répondu favorablement au dialogue à la lumière des circonstances que traverse le pays. Après examen des revendications du SNM en présence du secrétaire général du ministère de la Justice, il a été parvenu à un accord de principe portant principalement sur l'ouverture d'ateliers pour l'examen de l'ensemble des textes relatifs à l'indépendance de la justice, et ce avec l'implication de tous les acteurs du secteur et toutes les compétences nationales en vue de préparer les textes juridiques régissant le travail et le fonctionnement du système judiciaire, a-t-il précisé. Concernant les magistrats lésés par le dernier mouvement opéré dans le corps, Saad Mebrouk a expliqué qu'ils doivent introduire des recours auprès du bureau permanent du Conseil supérieur de la magistrature qui se réunira le 17 novembre et statuera conformément à ses prérogatives dans ses recours cas par cas, soulignant que les décisions finales prononcées par le CSM seront contraignantes à l'égard de toutes les parties. Dans le volet santé, la wilaya déléguée de Bourj Badji Mourtar vient de bénéficier d'un nouvel hôpital mixte civil et militaire pour assurer une meilleure prise en charge des malades des régions frontalières. D'une capacité de 60 lits, cet hôpital fait partie des 25 projets dont le gouvernement a décidé de lever le gel pour développer le secteur de la santé dans les régions du Sud et des Hauts-Plateaux. Nesrine Ben Saidi.
Un nouvel hôpital mixte vient d'ouvrir ses portes dans la wilaya déléguée de Borj Badi Mokhtar. Lors de l'inauguration de cette structure, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, en compagnie du directeur de la Santé militaire au ministère de la Défense nationale, le général-major Abdelkader Benjelloul, a fait savoir que la mise en service de cet hôpital vient en exécution aux dernières décisions prises par le Premier ministre Nourdine Bedoui portant sur le dégel de 25 projets relevant du secteur de la santé dans les wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux. Suite aux instructions données par le Premier ministre et par le vice-ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, portant sur la nécessité de valoriser et d'améliorer les échanges et la coopération entre les institutions de la santé civile et militaire pour une meilleure prise en charge des malades dans les régions frontalières et reculées de notre Grand Sud. D'une capacité de 60 lits, cette structure dispose de 60 spécialités en attendant plus. Nous sommes très contents, nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce grand projet qui est un acquis très important pour cette région. Je remercie le Premier ministre Nourdine Bedoui pour l'inauguration de cet hôpital. C'est une bonne initiative. Nous espérons juste que cet hôpital sera doté de tous les aménagements nécessaires. Le ministre de la Santé a aussi fait part d'une nouvelle procédure au profit des sages-femmes. Les sages-femmes et aides-soignantes de la région auront une licence pour exercer librement. Ils bénéficieront aussi d'une formation leur permettant de rejoindre cette structure. Cet hôpital mixte vient s'ajouter aux 5 autres structures de ce genre réparties à travers le territoire national. Un projet qui permettra une meilleure prise en charge des malades des régions reculées et frontalières. Et pour développer le secteur biomédical, la bioinformatique, un procédé inédit en Algérie a fait son entrée. Une nouvelle licence professionnelle est prévue au lancement pour la première fois à l'échelle nationale au niveau de l'université Mohamed Bouguera de Boumerdès à partir de la prochaine rentrée universitaire. Une journée internationale de bioinformatique organisée en collaboration avec l'Université libre de Bruxelles s'est tenue hier. Alors qu'est-ce que la bioinformatique et à quoi ça sert? Les réponses avec Emel Essiridir. Gérer, traiter, comparer et stocker la quantité phénoménale de données issues des sciences de la vie n'est pas chose facile. C'est à ce moment qu'entre en scène la bioinformatique. La bioinformatique joue un rôle très crucial dans le domaine de sciences biomédicales, de l'agroalimentaire, en biologie, même en chimie. Alors le but de la bioinformatique, c'est vraiment d'exploiter les données qui existent et d'essayer d'avoir des résultats qu'on ne peut pas déjà trouver expérimentalement. C'est-à-dire que ça va faciliter les travaux et orienter les expérimentateurs pour faire ou réaliser des expérimentations qui sont ciblées. Utiliser l'informatique pour analyser des données de biologie moléculaire ou de santé. Justement, les applications de la bioinformatique sont multiples et diversifiées, comme le prouvent les projets menés à l'université de Boumerdès. Alors, mon projet consiste à développer un outil de prédiction d'allergénicité des protéines nouvellement administrées dans le secteur agroalimentaire. Développer tout un outil qui permet d'analyser les nouvelles protéines et les mettre, et il va nous rendre, même si tu mets 1000 protéines, il va te rendre la réponse en disant voilà, suspect d'allergènes, il ne faut pas les utiliser. Alors c'est donner plusieurs datas et en quelques secondes tu as le résultat. C'est ça, c'est simplifier la vie. J'ai travaillé sur l'évaluation de l'effet des produits naturels, exactement les huiles essentielles sur la maladie d'Alzheimer.
Donc par des contraintes expérimentales, on a décidé d'utiliser la bioinformatique pour la conception de nouveaux médicaments pour cette maladie. L'organisation aujourd'hui de la Journée internationale de la bioinformatique est le fruit d'un travail de partenariat entre l'université Mohamed Bouguerra de Boumerdès et l'université libre de Bruxelles. Ici, ça fait plus de 15 ans que nous travaillons ensemble et au travers de ce partenariat, on a eu vraiment toute une série de professeurs de l'université de Boumerdès qui sont venus se former à l'ULB, qui ont réalisé des thèses de doctorat, qui sont maintenant professeurs ici à l'UMBB. Et à côté de ça, il y a également régulièrement des professeurs de l'Université libre de Bruxelles qui viennent ici pour des conférences, pour discuter avec des collègues. Les bioinformaticiens sont appelés à jouer un rôle de plus en plus important dans le futur, que ce soit dans les milieux universitaires et hospitaliers ou dans les centres de recherche des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, mais aussi dans les domaines de l'agriculture et de l'environnement. Manger bio réduit les problèmes de santé. Consommer des aliments sains et sans pesticides, c'est là l'objectif que s'est fixé un groupe d'experts à Adrar en lançant une ferme pilote écologique au milieu des oasis. Yasmine Messaoudi. Une méthode de production agricole excluant le recours à l'utilisation des produits chimiques. C'est ce qu'a entamé ce groupe d'experts à Timimoun dans la wilaya d'Adrar, dans une ferme pilote écologique. En ce qui concerne ce projet, des recherches scientifiques, techniques, économiques et environnementales ont été effectuées dans le cadre d'un développement durable, mais aussi pour une agriculture stable. Ces experts, algériens et étrangers, veillent au respect du cycle naturel, mais aussi à l'exclusion de la plupart des engrais minéraux, des pesticides et des organismes génétiquement modifiés. Et pour rendre performantes ou améliorer les performances économiques des exploitations, surtout attirer les jeunes, d'abord le premier c'est le marché. Donc c'est de travailler à développer un marché local assez performant. J'imagine qu'il faut le moins d'intermédiaires possible et je pense que pour cela le numérique aurait un rôle à jouer. On peut donner l'exemple d'applications mobiles qui puissent faire le lien entre le client et le producteur. Parmi les recherches menées dans cette ferme, la numérisation à l'intérieur des serres, ce qui permettra sans doute d'augmenter la production agricole. Je m'occupe du suivi et de la supervision de ce projet jusqu'à sa finalisation. Le but est de l'appliquer dans d'autres domaines. L'objectif est de pouvoir tester de nouvelles technologies qui permettront de booster la production de l'agriculture de demain à travers tout le territoire. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et dans la dynamique de l'opération déclenchée le 3 novembre dernier par les unités de l'armée nationale populaire dans la localité de Djbel Riacha, commune de Damouz, dans la wilaya de Tipaza, un détachement de l'ANP a abattu ce matin 2 terroristes en possession de 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions. Ainsi, le bilan de cette opération, qui est toujours en cours, s'élève à l'élimination de 3 terroristes et la saisie de 3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, informe un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte et la contrebande et contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'armée nationale populaire a saisi hier, lors d'une patrouille de fouilles menée près de la zone frontalière de Bni Ounif à Béchar, une grande quantité de kif traités s'élevant à 6 quintaux et 30 kg, comme vous le voyez en image. D'autre part, des détachements de l'ANP ont arrêté à Tamanrasset, Borj Badji Mokhtar et Tindouf 22 individus et saisi un véhicule tout-terrain, 3 motos, 21 groupes électrogènes, 18 marteaux-piqueurs, un détecteur de métaux et d'autres objets selon le communiqué du MDN. Dans un autre contexte, des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Oum El Bouagui un individu et saisi 2 fusils de chasse et un pistolet de confection artisanale ainsi que des substances et des outils servant dans la fabrication d'armes et de munitions, alors que 6 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Naama. L'Arabie Saoudite mène des pourparlers avec le mouvement Ansarullah les Houthis pour mettre fin à la guerre au Yémen. C'est en bref et résumé ce matin par Walid Yousfi.
L'émissaire de l'ONU au Yémen, Martin Griffiths, a salué la signature, mardi à Riyad, d'un accord de partage du pouvoir entre le gouvernement yéménite, reconnu par la communauté internationale, et les séparatistes pour mettre fin au conflit dans le sud du Yémen. L'accord prévoit d'intégrer des séparatistes membres du Conseil de transition du Sud au gouvernement et le retour de celui-ci à Aden, la grande ville du Sud. L'Iran suscite la colère de Washington par son intention de reprendre son activité nucléaire. L'annonce par la République islamique d'Iran de la reprise d'activité d'enrichissement d'uranium, jusque-là gelée, fait dire à la Maison-Blanche que c'est là un chantage nucléaire qu'elle dénonce. Par cette mesure, l'Iran souhaite qu'on l'aide à contourner les sanctions consécutives au retrait en 2018 des États-Unis de ce pacte jugé trop laxiste. Au Chili, sortis protester contre les politiques économiques du gouvernement, les manifestants ont été dispersés par la police chilienne à l'aide de canons à eau et de véhicules blindés, tandis qu'ils se rassemblaient une nouvelle fois sur la Plaza Italia de la capitale, Santiago. Le président du Chili, Sébastien Piera, a écarté l'éventualité d'une démission et s'est dit ouvert à une réforme de la Constitution et au dialogue en cette troisième semaine de contestation dans son pays. Quelques 200 ballons s'envolent au moyen de bougies et de feux d'artifice pour marquer la fin de la saison des pluies en Birmanie. Un événement traditionnel qui draine des dizaines de milliers de personnes chaque année. L'attraction vedette qui dure pendant les 10 jours du festival n'est pas sans danger. Chaque année, on enregistre des blessés. L'incident le plus grave remonte à 2014, lorsque 3 spectateurs ont été tués dans la chute d'un ballon sur la foule. Retour au pays, on ouvre une page culturelle. Le SILA s'est intéressé cette année aux jeunes auteurs. C'est d'ailleurs pour eux une véritable opportunité pour faire découvrir leur talent d'écriture. De nouvelles plumes ont été exposées par de nombreuses maisons d'édition. On les découvre avec Siham Kenouch. Zohriyati, Bi'ayyi dhanb, ou peut-être Al-Mutahattim, l'anéanti. Des titres qui nous attirent, qui nous parlent quelque part. Ce sont pour la plupart de nouvelles parutions, signées par des jeunes auteurs algériens qui écrivent pour la première fois. Nous remarquons que pendant cette dernière période, il y a eu un saut très intéressant par rapport au monde culturel pour les jeunes. D'ailleurs, ils s'intéressent de plus en plus à l'écriture, aux livres, surtout qu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui les encouragent, qui développent leur hobby et qui les intéressent vraiment. Des jeunes auteurs qui signent déjà leurs romans, des livres qui traitent de sujets divers, ça parle d'amour, de la société algérienne pendant la décennie noire, et parfois même, ça parle de thèmes véritablement originaux, comme Zohriyati. Mon roman parle d'une jeune fille qui a la main chanceuse. Malheureusement, elle plonge dans le monde de la sorcellerie et de la magie. C'est un roman social, un petit peu macabre. La jeunesse d'aujourd'hui se lance donc dans le monde de la littérature. Mais est-ce qu'elle lit ? 2016. Depuis quelques années, la jeunesse s'intéresse vraiment aux livres. Ils sont en train de s'échanger leur lecture. Ils lisent, on les voit dans les transports en commun en train de lire. Ça les intéresse vraiment. Rappelons qu'il existe plusieurs maisons d'édition qui se sont lancées dans un travail d'accompagnement des jeunes auteurs. Ils les orientent, ils les corrigent et quand le produit est mûr, il est édité à bon entendeur. Et justement, le ministère de la Culture a voulu promouvoir les jeunes talents en mettant en place un fonds pour l'édition de leurs ouvrages. 1000 exemplaires pour chacun d'entre eux sera mis sur le marché grâce à ce fonds. Yamina Saïdi. Accompagner et encourager les jeunes auteurs par la publication et la distribution de leurs œuvres. Tel est l'objectif du ministère de la Culture, notamment à travers le Fonds de la créativité. À ce propos, 1000 exemplaires pour chacun de ces auteurs sera sur le marché. Une dizaine d'ouvrages des lauréats du prix Ali Maachi sont concernés par cette mesure. Sylphie, c'est avant tout un message, car l'écriture est un miroir pour se voir avant de s'ouvrir aux autres.
C'est une bonne initiative du ministère de la Culture que je remercie, car ils ont imprimé plusieurs livres des lauréats Ali Maachi, parmi lesquels mon œuvre. Un atelier regroupant les jeunes auteurs a été organisé au niveau du Salon du Livre. Les expériences des uns et des autres étaient au centre des débats. Nous avons eu le plaisir de rencontrer plus de 43 jeunes auteurs dans plusieurs domaines, entre autres la poésie, le théâtre. Pour tous, c'est leur première expérience. Ce fonds est une aubaine pour ces jeunes talents pour évoluer dans leur carrière. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo, nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Très bonne journée à tous, au revoir.